Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. De toutes les mégalopoles de l'Empire du Milieu, c'est celle qui incarne le mieux le miracle économique chinois. Avec ses 15 millions d'habitants, Shenzhen, située dans le sud-est de la Chine, est la capitale des start-up, des nouvelles technologies, de l'innovation et du design. Aujourd'hui, elle est la première ville du pays en termes de PIB et sa croissance à 2 chiffres en fait la locomotive du développement fulgurant de ce pays continent. Il y a moins de 40 ans pourtant, Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs isolé au milieu d'une zone pauvre et agricole, le delta de la rivière des Perles. Alors, comment un simple village de pêcheurs a-t-il pu devenir ainsi la Silicon Valley chinoise et à quel prix? Qui sont ces jeunes entrepreneurs qui choisissent Shenzhen pour lancer leur start-up? Et pourquoi la Chine communiste a-t-elle laissé cette ville se construire sa propre identité jusqu'à devenir un monde à part dans l'Empire du Milieu? Nos reporters Antoine Védéier, Thomas Blanc et Charlie Wang sont allés explorer ce laboratoire du capitalisme Made in China. Vue du ciel, c'est une métropole chinoise comme les autres. Des tours à perte de vue. Un quartier d'affaires flambant neuf. Mais détrompez-vous, en Chine, Shenzhen est une ville à part, car ici souffle le vent de la modernité, de la jeunesse, des nouvelles technologies. Shenzhen, c'est le visage de la Chine contemporaine, décomplexée. Un ancien port de pêche devenu en 40 ans, la Silicon Valley chinoise. Alexa Chen a vu sa ville se construire sous ses yeux. C'est une habitante historique du quartier de Cheko, l'un des plus vieux de Shenzhen. La plus grande, c'est moi. C'est ici qu'elle est née, il y a 56 ans. Regardez, voilà à quoi ressemblait Shenzhen à l'origine. À l'époque, les rues n'étaient que des marécages. Elles n'étaient même pas goudronnées. Il n'y avait que des maisons de plein pied. Maintenant, il y a des grands bâtiments, des grandes tours. Mais il y a 40 ans, Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs avec très peu d'habitants. De ces années qu'a connu Alexa Chen, il ne reste plus rien. L'ancien petit port de pêche aujourd'hui s'est métamorphosé. Son quartier est devenu une sorte de Riviera chinoise, le repère des expatriés et de la nouvelle classe moyenne. Je suis très contente et fière de voir que Shenzhen a connu un tel développement. Et c'est arrivé grâce aux réformes et à la politique d'ouverture du gouvernement chinois. En tant qu'habitante de Shenzhen, je suis vraiment fière de ce qui s'est passé ici. La ville s'est transformée car il y a 40 ans, Shenzhen est devenue la première zone économique spéciale du pays. Premières exportations, premiers investissements venus de l'étranger. C'est ici que l'économie chinoise s'est ouverte au monde. L'homme à l'origine de cette libéralisation économique, c'est lui, Deng Xiaoping. Le visage du père des réformes et de l'ouverture de la Chine s'affiche encore en grand, 20 ans après sa mort. Je suis arrivé à Shenzhen dans les années 90. Et ici, il n'y avait que des marécages. Cette route ici, c'était pratiquement impossible de marcher dessus. Et en 40 ans, Shenzhen s'est magnifiquement développé. Sans lui, il n'y aurait pas eu de telles avancées. Merci à lui. Quand des personnes viennent à Shenzhen, ils se prennent en photo ici pour lui rendre hommage. On fait ça parce que c'est un héros qui a transformé Shenzhen. Shenzhen, le laboratoire des réformes, est aujourd'hui la vitrine du miracle économique chinois. L'an dernier, sa croissance a atteint 8,8%, son PIB 280 milliards d'euros. C'est plus qu'Hong Kong et Singapour, les villes les plus riches d'Asie. Shenzhen veut s'afficher en capitale mondiale de l'innovation. Et pour cela, la ville a bâti un musée gigantesque
à l'architecture futuriste. Bonjour, bienvenue. Bienvenue au musée de l'industrie de Shenzhen. La visite commence bien sûr par un hommage à l'architecte des réformes. Sur ce visage, nous avons assemblé 30 000 boulons et écrous qui sont des éléments basiques de l'industrie pour créer le visage du premier designer des réformes et de l'ouverture, M. Deng Xiaoping. Sur 7 étages, le musée recense toutes les innovations locales. Dans l'automobile, le domaine médical, les énergies vertes, les nouvelles technologies. Ici, nous avons une tablette Huawei, un téléphone portable Apple et un ordinateur Lenovo. Le téléphone d'Apple est assemblé chez Foxconn. C'est une entreprise de Shenzhen. Et Lenovo et Huawei sont toutes deux des entreprises qui sont nées à Shenzhen. En fait, qu'il s'agisse de leur recherche et développement ou de leur production, tout se passe ici. Portée par ces entrepreneurs et ces innovations, la ville a gagné un surnom, la Silicon Valley chinoise. Dans ce quartier flambant neuf, des centaines d'entreprises, des créateurs, des ingénieurs, des inventeurs, le cœur de la tech chinoise. Bienvenue chez Ubitech. Voici l'équipe de recherche qui travaille sur nos robots. Et là, c'est notre robot connecté Cruiser. Ubitech, c'est l'entreprise qui vend le plus de robots humanoïdes au monde pour le grand public. L'entreprise a enregistré une levée de fonds record. Elle est aujourd'hui valorisée à 5 milliards de dollars. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, personne ne fait mieux. Pour ce responsable, si l'entreprise s'est développée si vite, c'est justement parce qu'elle est installée à Shenzhen. Ici, nous avons une chaîne complète pour produire de l'électronique, que ce soit le design, la recherche et le développement ou la fabrication. Ici, c'est peut-être aussi le meilleur endroit pour développer des logiciels. Toutes les étapes de production se passent ici. Des usines de Ubitech chaque jour sortent des centaines de robots. Celui-ci, baptisé Alpha, est destiné aux enfants. Il peut danser et même dispenser des cours de sport. Mais la dernière création de ces ingénieurs, c'est le robot Walker. Voici Walker, le nouveau robot capable de marcher que nous avons inventé. Walker, un parfait domestique. Il surveille votre maison, écrit vos emails, peut déceler vos émotions. Et ce n'est pas tout, il est capable de frapper dans un ballon. Un robot 100% made in Shenzhen. Tous les composants à l'intérieur, le système électrique et les pièces de contrôle sont fabriqués à Shenzhen. Et c'est nous qui avons inventé le circuit électronique, les logiciels qu'il y a à l'intérieur et les différentes fonctions du robot. Désormais, Ubitech a un objectif, vendre ses robots partout dans le monde. Conquérir la planète, à Shenzhen, d'autres géants de la tech l'ont déjà fait. ZTE, Lenovo, Tencent, DJI ou encore Huawei, toutes ces entreprises sont nées ici. Huawei, c'est même la société la plus innovante au monde. Rien que l'an dernier, l'entreprise de télécommunications a déposé 4024 brevets à l'international, un record. À Shenzhen, l'un de ces mastodontes de la tech nous a ouvert ses portes. Nous sommes reçus chez DJI. Le fabricant de drones est le symbole de la réussite fulgurante des jeunes entrepreneurs de Shenzhen. Aujourd'hui, 70% des drones civils dans le monde sont de marque DJI. Voici le Phantom 4 Pro. Pour nous, le Phantom 4, c'est vraiment un drone emblématique, car aujourd'hui, nous en sommes à la 4e génération.
Mais il a conservé la même couleur, la même forme. Et il est vraiment reconnaissable quand il vole dans le ciel. Depuis sa création en 2006, la start-up a déposé plus de 6000 brevets à travers le monde. L'une de ses dernières inventions, ce drone miniature qui se commande avec des gestes de la main. Et là maintenant, je l'envoie au loin, simplement en utilisant mes mains. Plus besoin de télécommande. Et si je veux le faire atterrir? DJI, c'est l'une des entreprises les plus bankable du moment. À sa tête, Frank Wang, 37 ans, l'un des 100 hommes les plus riches de Chine. Son empire est valorisé à 10 milliards de dollars. Il a ouvert des bureaux aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Il emploie 12 000 salariés, moyenne d'âge 27 ans. Une réussite rendue possible grâce à l'écosystème de Shenzhen, où convergent désormais des talents du monde entier. Nous avons un écosystème très puissant. Ça nous permet d'agir vite, d'être flexible. Et ça nous donne la possibilité de donner vie à nos idées très rapidement. Shenzhen est en train de devenir un hub de talents internationaux. Pas seulement un hub pour innover, mais un hub pour des talents du monde entier qui veulent voir ce qui se passe à Shenzhen. Shenzhen, 15 millions d'habitants, compterait aujourd'hui plus d'1 million de résidents étrangers. Surtout des jeunes entrepreneurs qui ont fait le pari de la Chine pour lancer leur start-up. Parmi eux, ce Français. On arrive au cœur de la tech, on arrive à l'espace Kulobo, qui compte aujourd'hui 12 personnes, avec mes 2 cofondateurs, Eri et Bentley, et le reste de l'équipe, les designers, les développeurs. Loïc Cobès a créé Kulobo il y a 3 ans, une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle. Et voici la première application qu'il a développée. L'idée, c'était d'emmener l'utilisateur dans des endroits virtuels avec une navigation qui se fait par reconnaissance instantanée des mains et qui permettait du coup d'attraper des objets virtuels. En termes de compétences, on a besoin de gens qui viennent du jeu vidéo, de la modélisation 3D. Shenzhen, notamment par le fait d'avoir ces géants de la tech, a un écosystème, un vivier de talents qui est suffisamment important. Aujourd'hui, sa start-up pousse l'innovation encore plus loin. Il suffit de cliquer une fois sur l'écran. Grâce à une levée de fonds de 500 000 $, son équipe travaille sur un nouvel outil de réalité augmentée. Selon lui, l'avenir de la tech se trouve en Chine et Shenzhen pourrait bientôt dépasser la Silicon Valley. Les États-Unis sont sur le déclin, en tout cas la Silicon Valley est devenue trop chère, est devenue trop fermée sur elle-même. Et la Silicon Valley comme melting pot, comme lieu d'innovation par un brassage des cultures, des influences différentes, se retrouve ici à Shenzhen, ville nouvelle, sans passé, mais qui a attiré des Chinois et de plus en plus des internationaux du monde entier, qui font qu'on retrouve cet esprit d'innovation, ce souffle de créativité. Au total, Shenzhen compterait aujourd'hui près de 8000 startups engagées dans les nouvelles technologies. Le secteur enregistre une croissance folle, 20% l'an dernier. Mais ce dynamisme ne profite pas à tout le monde. Ceux qui n'ont pas pris le virage des hautes technologies voient rouge. L'industrie manufacturière, autrefois principal moteur de la croissance de Shenzhen, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Comme ici à Dongguan. C'est cette ville en périphérie de Shenzhen qui a été pendant 40 ans surnommée l'usine du monde. Voici notre usine, avec ici notre atelier où on réalise une partie de notre production. L'entreprise de Chung Sun Rai fabrique des sacs à main bon marché pour le Japon, les États-Unis, l'Europe. Au plus fort de son activité, il employait 500 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 100. Car la demande ralentit, mais les salaires et les coûts de production, eux, ont augmenté. Conséquence, les usines quittent Dongguan les unes après les autres
direction l'Indonésie ou le Vietnam. Ici, les coûts de production sont trop élevés et c'est de plus en plus difficile pour nous d'employer des ouvriers. Il n'y a pas d'autre choix que de déplacer son activité ailleurs. Lui aussi songe désormais à partir, car Chung Soon-Rai s'y est résigné. À Shenzhen, il n'y a plus de place pour les petites entreprises comme la sienne. Chaque pays connaît des pics et des moments de creux. Taïwan et le Japon, par exemple, dans le passé, étaient des pays très industrialisés. Et puis, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre le virage de la haute technologie. C'est une évolution logique à laquelle tous les pays sont confrontés un jour ou l'autre. Fini la Chine, usine du monde. Avec Shenzhen, le pays veut engager sa mutation, moderniser son industrie, déplacer son économie vers les nouvelles technologies. À Shenzhen, la révolution industrielle 3.0 est déjà en marche. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24 et direction à présent l'Espagne où le cannabis est devenu un nouvel or vert. Produits dérivés, cliniques spécialisées, tourisme associé, toute une économie a fleuri autour de cette plante dont la production reste pourtant illégale dans le pays. En témoigne le succès des salons spécialisés. Des concours y sont organisés pour élire les meilleurs clubs et les meilleures variétés. Nos reporters ont exploré les diverses facettes publiques et cachées de cette activité en plein boom. Valérie Labonne nous en dit plus. En Espagne, l'industrie du cannabis légal pèse aujourd'hui 60 millions d'euros annuels. Un business toléré qui se développe grâce à un vide juridique et attire une nouvelle génération de cols blancs. Comme David, 38 ans, entrepreneur et homme d'affaires. Judas, 37 ans, consultant qualité. Ou encore Alberto, 32 ans, biochimiste. Nous sommes à Barcelone, en Catalogne, une ville connue pour ses monuments et sa plage, mais aussi pour ses clubs de cannabis où l'on peut fumer en toute légalité. Dans la ville, il en existe plus de 300. Voici l'un des clubs stars. Le patron, c'est lui, David Madignan, un homme d'affaires arménien qui s'est lancé dans le business du cannabis il y a 4 ans en profitant du flou juridique espagnol. En Europe, il est interdit de fumer dans un endroit fermé, même privé. Ici, tu peux, et c'est légal. Cela se base sur le droit constitutionnel espagnol, qui stipule qu'une personne majeure, qui a plus de 21 ans, est capable et a le droit de faire ce qu'elle veut avec sa santé, si bien sûr elle ne perturbe pas celle des autres. Aujourd'hui, ces clubs se présentent comme de simples associations de consommateurs, mais leurs licences peuvent se négocier plus d'1 million d'euros. 95% des investisseurs sont étrangers. Les grandes sociétés ont compris le potentiel de ce marché. Aux États-Unis, par exemple, les acteurs de cette industrie sont déjà millionnaires. Des marchands de graines aux producteurs, c'est un business énorme. Dans ce loft de 400 mètres carrés, en plein centre-ville, David emploie 17 personnes. Ici, la clientèle est haut de gamme. Bonjour. Ticket d'entrée pour devenir membre, 50 € annuels. Cet avocat travaille à quelques rues de là. Il préfère garder son anonymat.
Ici, c'est le dispensaire. C'est là où est stockée l'herbe. C'est là où tu sélectionnes ce que tu vas fumer pour plus tard. Il achète l'herbe entre 7 et 12 € le gramme. J'ai acheté un joint déjà roulé. Il te le donne dans un petit étui, comme celui-ci. Au total, ce club compte 2400 membres. D'autres, encore plus grands, dépassent les 10 000 membres. Un marché qui attire de nouveaux profils, qui n'hésitent plus à se dévoiler au grand jour, bien loin du monde des trafiquants traditionnels. Judas a 37 ans. Avec ou sans barbe, ce dandy qui a passé son enfance en Suisse est consultant en cannabis depuis 2 ans. Alors là, nous avons rendez-vous avec le responsable de qualité d'une association pour conseiller, pour améliorer la qualité du cannabis disponible pour ses membres. Judas est une des stars du cannabis en Espagne. À la manière d'un œnologue, il teste les qualités des différentes variétés d'herbes. Première étape, l'analyse olfactive. Alors ce qui me frappe d'abord, c'est l'intensité des arômes. La variété Amnesia est très bien, mais ta Green Poison est assez terne. Oui, elle a beaucoup souffert à cause de la chaleur. Je trouve aussi que tes cultivateurs sont un peu légers en ce qui concerne la manucure des plantes. Ensuite, Judas sort son microscope pour vérifier la composition de l'herbe. Puis vient le verdict. Pour améliorer l'arôme de cette herbe, il aurait fallu rajouter des glucides. Pour les patrons de club, l'œil de Judas est un gage de qualité indispensable. Pour moi, bénéficier des conseils d'un spécialiste qui analyse mon herbe permet de déceler des problèmes, des maladies potentielles, des champignons, de savoir si elle arrive à maturité ou non. Et selon cette maturité, mon produit a plus ou moins de potentiel. En plus des patrons de club, Judas conseille aussi des entreprises spécialisées dans le cannabis. Il touche jusqu'à 3 000 € par contrat. Parmi ces entreprises, la start-up Weedmaps. Ici, les employés fument au bureau. C'est normal. Weedmaps est un guide du cannabis. Ici, on voit une carte d'Espagne avec tous les cannabis clubs. Notre application te géolocalise et te donne l'adresse du club le plus proche. Aux États-Unis, Weedmaps est une société qui engrange 18 millions de dollars par an. C'est ici en Espagne qu'elle a choisi d'ouvrir son premier bureau européen, il y a 1 an et demi. Nous commençons en Espagne, mais l'objectif est de se développer partout en Europe. D'ailleurs, nous ouvrons un 2e bureau à Berlin. Salut, comment ça va, vieux? Aujourd'hui, l'équipe reçoit l'un de ses partenaires, un biologiste qui travaille à Berlin. J'ai étudié le système nerveux pendant 7 ans à l'université, puis j'ai créé ma propre société. Je travaille avec un laboratoire de recherche à Madrid et nous distribuons des fleurs de cannabis aux pharmacies en Allemagne. Je voyage régulièrement en Espagne, car de tous les pays européens, c'est le plus avancé au niveau médicinal et récréatif. Seule ombre au tableau, la production est toujours illégale en Espagne. C'est tout le paradoxe de cette industrie. Les plantations de cannabis fleurissent dans tout le pays, mais leur localisation est tenue secrète et elles sont interdites aux caméras. Sauf
pour les activistes de la web télé Marijuana TV, pour qui toutes les portes du secteur sont ouvertes. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter la plantation d'un cannabis club. Le site est entouré par un mur, il y a des chiens et tout est soigneusement grillagé pour éviter le vol et les saisies policières. Ces précautions seront peut-être bientôt inutiles, car l'industrie du cannabis pèse sérieusement sur l'économie espagnole et ses défenseurs espèrent faire plier les politiques pour légaliser le marché. Hey, hola. Bonjour, ça va? Oriol Casals est avocat, lobbyiste pour l'industrie du cannabis. Ça, c'est notre proposition de loi pour le Parlement? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Alba Vergés, une députée du Parlement catalan qu'il a ralliée à sa cause. Ici, il y a des syndicats de fumeurs qui existent depuis longtemps. Ils sont puissants et ont permis une perméabilité avec les politiques particulièrement intense en Catalogne. Oui, ils nous mettent la pression. Le dossier sur la régularisation du cannabis avance rapidement. On a déjà reçu plusieurs experts, ça va très vite. Oui, et en termes de revenus, par exemple, c'est important. On parle d'environ 1 milliard d'euros par an. Je ne vous parle pas que des clubs, mais aussi de ce que génèrent les consommateurs. Ici en Catalogne, on en a déjà plus de 500 000. Depuis janvier dernier, Oriol Casals a mobilisé le lobby du cannabis. Il a largement obtenu les 50 000 signatures nécessaires. Le vote va commencer. Pour que le Parlement accepte de donner un cadre législatif à l'industrie de l'or vert en Catalogne. Cette loi qui va encadrer la culture et la consommation devrait être ratifiée avant l'été. Une première en Europe. À Madrid, dans la capitale, l'industrie du cannabis est moins organisée, mais les investisseurs, eux, sont bien là et misent sur le potentiel thérapeutique. Du coup, dans la ville, des laboratoires se sont lancés dans la course. Tu peux me passer un récipient? Jorge Soto est ingénieur, diplômé de Polytechnique à Madrid. Il a créé la société Ananda il y a 1 an. Nous avons une grosse augmentation des demandes d'analyse des variétés de cannabis. Et elles ne viennent pas seulement des cultivateurs ou des patrons de clubs. Nous avons beaucoup de contacts avec des gens de l'industrie pharmaceutique, des chercheurs ou des scientifiques. Nous collaborons aussi avec des administrations publiques ou des associations de patients, plus seulement avec les cannabis clubs. Aujourd'hui, Jorge réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à ses analyses d'un genre nouveau. Et le filon ne tarit pas. Tiens, j'ai un échantillon ici, c'est de l'amnésia. Je crois qu'on a pas mal de clients en attente, donc mets-le dans le frigo et tu commenceras l'analyse demain. Alberto Cantalapiedra est chimiste. Il s'est spécialisé et a créé un protocole d'analyse. Ce que je fais là, c'est mettre l'échantillon dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes. Ça va détruire l'enveloppe de l'herbe et libérer tous les sucs. Grâce à du matériel de pointe, les chimistes vont pouvoir déterminer le profil génétique de l'herbe et ses effets sur l'organisme, thérapeutique ou récréatif. Là, on voit par exemple que le ratio dans la plante est très élevé. Le niveau de THC, ça veut dire que cette herbe va avoir des effets très psychoactifs. D'autres peuvent avoir un plus grand ratio de CBD. C'est un principe avec des effets antiépileptiques et antidépresseurs. La médecine est loin d'avoir exploré toutes les possibilités du cannabis. Aux États-Unis, les leaders du domaine sont déjà cotés en bourse. L'Espagne entend bien être le premier pays européen à imiter cet exemple. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24. Début septembre, les députés espagnols ont approuvé un décret très polémique du gouvernement socialiste. Un décret qui autorise l'exhumation des restes du dictateur Franco. Vainqueur d'une sanglante guerre civile entre 1936 et 1939, Franco a été le chef de l'État espagnol de 1939 justement jusqu'à 1975. Il est inhumé au Valle de los Caídos, un monument commémorant la guerre civile qu'il avait imaginé et fait construire à 50 km à l'est de Madrid. Un symbole donc qui divise la société espagnole, car pour les nostalgiques de la dictature, le monument doit être laissé en l'état. Pour les autres, les descendants de républicains, il représente un outrage à la mémoire de leurs ancêtres. Et vous allez le voir, en l'absence de travail de mémoire officiel fait par l'État, chaque camp accuse l'autre de falsifier l'histoire. Les fantômes de la guerre civile, c'est une enquête de Mélina Huette. Visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, ce lieu cristallise toutes les tensions autour de la mémoire historique en Espagne. Pour nous, qui sommes descendants de républicains, ou pour les victimes du franquisme, le Valle de los Caídos représente l'essence même de la dictature. Avec sa croix de 150 mètres de haut, le monument est pharaonique. Voulu par Franco, il a été inauguré en grande pompe par le dictateur lui-même en 1959. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La vallée de ceux qui sont tombés. Près de 60 ans plus tard, aucune plaque, aucune visite guidée n'indique aux curieux qui sont ces fameux combattants enterrés sous l'édifice. Il y a bien sûr Francisco Franco dans un lieu privilégié, bien indiqué au centre de la basilique, et José Antonio Primo de Rivera, fondateur du parti fasciste de la Phalange espagnole. Et ensuite, derrière la crypte, dans un lieu inaccessible au public, dans un endroit plein d'humidité et dans des conditions de préservation déplorables, se trouvent les corps d'au moins 33 000 personnes. Plus de 30 000 anonymes, des combattants franquistes mais aussi des fusillés républicains jetés dans le monument contre la volonté de leur famille. Alors que le Valle est devenu un lieu de pèlerinage pour quelques nostalgiques du franquisme, l'actuel gouvernement socialiste avait l'ambition de le transformer en mémorial. Un lieu pour éduquer les générations futures et leur rappeler les exactions d'un camp comme de l'autre. Mais le projet, qui divise l'électorat, a été abandonné. Le problème avec la mémoire autour de la guerre civile, c'est qu'il n'y a aucun centre, aucun musée, rien qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a, ce sont des monuments comme celui-ci, en plein milieu de la route, qui célèbrent la victoire d'un camp sur l'autre, sans aucune explication sur la raison même de leur existence. Ce monument, construit stratégiquement à l'entrée de Madrid dans les années 50, s'impose aux automobilistes. Sans le savoir, ils contemplent ainsi l'un des symboles de la victoire de Franco sur les républicains. Dans la ville de Madrid, il y a environ 150 rues et squares nommés en hommage à des membres du régime franquiste. Des centaines de plaques que la mairie de Madrid, actuellement à gauche, a voulu retirer fin 2017. Mais une organisation a déposé un recours devant la justice espagnole pour l'en empêcher. La Fondation Franco. Nous sommes allés à la rencontre de son président pour comprendre la position de ceux qui perpétuent le souvenir du général Franco. Qu'est-ce qu'a fait la gauche et contre quoi luttons-nous? Eh bien, là où il y avait une statue de Franco, par exemple, il l'enlevait et à la place, il mettait une statue de Largo Caballero, l'un des responsables de la guerre civile. Enlever un symbole pour le remplacer par un autre, ce n'est pas de la réconciliation. Soit on retire tout, soit on laisse tout. Et là, ça ne me posera pas de problème. En l'absence de travail de mémoire officiel, les deux camps se déchirent sur les exactions commises par les uns et les autres. Chacun veut imposer sa vérité. Ce que je ne supporte pas, c'est surtout ces histoires de franco-génocidaires, franco-assassins, parce que c'est faux. Sans arbitre chargé de réconcilier les deux camps, les citoyens espagnols sont livrés à eux-mêmes. À 200 km de Madrid, José María estime faire le travail du gouvernement.
Depuis les années 2000, son association lutte pour exhumer et identifier les républicains fusillés puis jetés dans des fosses communes. Nous sommes dans un caveau du cimetière de la ville. C'est ici que nous avons déposé les restes des corps qu'on a exhumés dans toute la région. En 2007, grâce à des tests ADN, des dizaines de familles ont pu retrouver des ancêtres. Plus de 300 restes ont ainsi été déposés dans ce caveau. Lui, vous voyez, on sait qui c'est. Benito Velasco Iglesias. Un républicain mort dans une prison sous la dictature. Certains sont encore anonymes, mais l'association espère que son travail permettra de futures identifications. Les membres ont aussi érigé des plaques commémoratives. Un modeste monument aux morts comme il en existe très peu en Espagne. Ces plaques, notre association les a fait réaliser pour inscrire les noms des 650 personnes assassinées dans la région en 1936, juste au début de la guerre civile. On a pu les ériger grâce à l'aide du gouvernement socialiste de Zapatero. Mais quand les conservateurs du Parti populaire sont arrivés au pouvoir, toutes les aides nous ont été retirées. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. La question des fosses communes reste une blessure à vif en Espagne. On estime à environ 110 000 le nombre de personnes disparues pendant et après la guerre civile, en majeure partie des républicains. Des jeux de hasard pour sauver le patrimoine français en péril. Pour la première fois en France, une loterie et des jeux de grattage ont été organisés afin de restaurer des monuments emblématiques sur l'ensemble du territoire. 269 sites parmi 2100 propositions reçues ont été retenues. Nos journalistes Valériane Gauthier et Claire Pacalin se sont rendus sur certains de ces sites historiques en besoin urgent de restauration. Voici leur reportage. Derrière ces murs se cache un joyau du 19e siècle. La maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti, des décors somptueux inspirés de son amour pour l'Orient, dont une pièce surnommée La Mosquée que le temps a bien érodée. Vous avez notamment au-dessus de nous des signes d'infiltration et d'humidité qui nous ont amenés à retirer les céramiques qui se trouvaient sur le mur avant qu'elles tombent et qu'elles se cassent. Rapporté de Damas, le plafond vieux de 3 siècles a été rongé par des insectes xylophages. On repère bien les éléments qui prouvent l'infestation. Vous voyez la perte de matière qui est importante. Ça ressemble presque à de la gaufrette. C'est un peu angoissant quand vous imaginez que tout le plafond est à cette image-là. Au rez-de-chaussée, le même état de délabrement. 12 millions d'euros sont nécessaires pour restaurer l'ensemble de cette impressionnante maison-musée, un coût auquel la municipalité ne peut pas subvenir. 12 millions, c'est le double de ce que nous investissons par an, annuellement, sur l'ensemble des compétences de la ville. Donc c'est absolument impossible. Ce lieu sera en partie sauvé. Grâce au loto du patrimoine, le plafond de la mosquée va être entièrement réparé. Il fait partie des 269 monuments sélectionnés par la mission patrimoine. Le président Emmanuel Macron a chargé l'animateur féru d'histoire Stéphane Bern d'identifier les sites en péril à travers la France. C'est la vocation de l'État de payer. Mais c'est tellement d'argent pour sauver tout ce patrimoine que l'État ne peut pas répondre à tout. Vous avez vu que les dotations publiques ont baissé pour les collectivités locales. Les propriétaires privés eux-mêmes n'ont plus d'argent. Donc il faut trouver d'autres solutions. Une solution qui passe par des jeux de hasard, un super loto au jackpot de 13 millions d'euros organisé à l'occasion des journées européennes du patrimoine et des tickets de grattage vendus 15 € pièce pour un gain maximum d'1,5 million. C'est une bonne idée de pouvoir solliciter les gens. Vous allez jouer? Oh non, je dépense pas d'argent avec ça. 15 €, ça fait un peu cher, hein. Moi, je suis pour. Moi aussi, Eh bien, il faudra dire à M. Macron qu'il nous augmente notre retraite, comme ça on pourra participer au patrimoine. Le prix peut être un obstacle, d'autant plus que sur ces 15 €, seulement 1,52 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Si peu parce qu'en fait, plus des 2/3 de la mise vont permettre de financer les lots qui vont revenir aux joueurs.
Là, on est quand même sur une population qui à la fois a envie de jouer et donc de gagner, et aussi de contribuer à une bonne cause. Donc c'était important que le jeu en lui-même soit attractif et que les dotations soient intéressantes, parce que sinon les joueurs ne viendraient pas. Parmi les heureux gagnants de cette initiative, des forts, des châteaux, des théâtres et des abbayes, mais aussi un patrimoine scientifique. À Marseille, perché sur la corniche Kennedy, ce bâtiment abrite un appareil unique. Le marégraphe, installé en 1885, il mesure le niveau de la mer. Il a servi initialement à déterminer le niveau zéro des altitudes françaises. Donc toutes les altitudes françaises sont connues à partir d'une altitude d'un repère fondamental qui est en dessous de nous. Le Mont Blanc est à mesurer à partir d'ici. Et en plus, c'est un très bel objet qu'il faut garder en état de fonctionner et pas simplement à l'état d'être conservé dans un musée. Donc là, on peut vous montrer un enregistrement de 1916 qui est particulièrement beau et surtout qui illustre un phénomène météorologique. Avec une marée haute, une marée basse, une marée haute, une marée basse, etc. Les données enregistrées ici ont permis aux scientifiques d'observer la hausse du niveau des mers, 16 cm depuis 130 ans, l'une des conséquences du changement climatique. À 40 km de là, dans la calanque turquoise de Cassis, le château de Port-Miou est lui en cours de restauration. Les ouvriers ont recours aux techniques d'antan. Ces travaux-là, ils sont plutôt rares de nos jours. Déjà, c'est très cher à faire, il faut pas se cacher, parce qu'il faut casser la pierre, il faut la poser. C'est pas du carrelage. Ce chantier d'insertion emploie des chômeurs de longue durée. Pas mal. Ce chantier va nous permettre de trouver un autre emploi pour la suite, avec ces diplômes. Originaire d'Algérie, Mohamed Chakib n'a pas réussi à trouver un emploi car son diplôme n'est pas reconnu en France. J'aime bien le système école-formation là. Vous voyez, ça fait une semaine que je travaille, je crépille, je taille de la pierre. J'ai travaillé 13 ans dans le bâtiment, j'ai jamais taillé une pierre. Redonner vie à quelque chose, c'est magnifique. Je sais pas, peut-être dans 10 ans ou 20 ans, je vais passer par là avec mon fils, je vais lui dire, j'ai travaillé ici. Voilà, ça fait plaisir. Le loto du patrimoine devrait permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros. Cela reste une goutte d'eau face à l'ampleur des besoins. Aujourd'hui, un quart des monuments classés sont en péril. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24, sur la Côte d'Azur, au sein de la somptueuse Villa Noailles. Hier a accueilli son 33e festival de mode, photos et accessoires. Une édition exceptionnelle, en phase avec les préoccupations de son temps. Toutes catégories confondues, le jury n'a plébiscité que des femmes, en dehors du Grand Prix décerné à un couple. Il a aussi tenu à récompenser une mode éco-responsable, consciente que protéger la planète n'est plus une option. Hier, la Côte d'Azur célèbre son 33e festival de mode, photos et accessoires. Cette édition 2018 est un cru exceptionnel. Jamais un festival de mode n'aura autant été en adéquation avec les interrogations, les souhaits, les attentes, les désirs de notre société. C'est un spécial femme, Pascal. La 33e édition du festival d'hier est une ode à la femme. La particularité de la création contemporaine, c'est de vivre avec son temps. Et heureusement d'ailleurs, il y a ces deux merveilleux gagnants mode qui pensent à la planète et à la manière dont on pourrait mieux la protéger en dénonçant certaines pratiques et en mettant en avant des faits divers horribles. C'est un festival lui aussi contemporain, qui vit dans son époque et qui parle des préoccupations que les créateurs ont. Le festival, toutes catégories confondues, n'a plébiscité que des femmes, hormis le Grand Prix qui a été décerné à un couple.
Rechemi Butter et Lizzie Herbru viennent tous deux des Caraïbes. Ils travaillent ensemble depuis 4 ans. Leur collection rend hommage à celles et ceux qui travaillent dur et que l'on remarque à peine. Notre inspiration vient des cultures caribéennes et néerlandaises, mais aussi de la culture belge, car aujourd'hui nous vivons à Anvers, en Belgique. Anvers, où ils ont appris les techniques rigoureuses qui leur permettent de construire une collection irréprochable. Pour cette tenue, nous avons été inspirés par les pêcheurs des Caraïbes. Le poisson est leur plus grande source de revenus pour nourrir leur famille. C'est très poétique la façon dont ils les portent, debout dans l'eau toute la journée. Vous voyez le soleil se lever, le soleil se coucher et ils sont encore debout dans l'eau. Vous voyez les silhouettes sombres, la façon dont ils portent les filets. Nous essayons de jouer avec ça, les filets de pêche. Regardez comment ils portent les vestes avec les dessins. C'est comme ça que les pêcheurs portent les filets. Et comme ça, c'est vraiment très poétique. Et on utilise ce plastique abominable et on essaie d'en faire de belles choses plissées. Transformer des choses abjectes en quelque chose de beau. Du plastique immonde et des matières nobles. On adore les matières nobles, comme la laine, le crêpe et la soie. Toutes ces matières belles et naturelles. Le grand-père de Rechemi Butter était pêcheur et comme lui, il tient à protéger l'écosystème des Caraïbes. Ça, c'est comme un gros doigt d'honneur à ces grandes compagnies comme Shell qui ruinent le récif corallien, ce magnifique récif coloré des Caraïbes. Les hydrocarbures le détruisent et ça devient Hell, l'enfer. Malgré les aides financières du ministère de la Culture, de la région, de la ville, le Festival de Hyères ne pourrait fonctionner sans partenaires. Tous les groupes de luxe français s'y retrouvent. Chanel, Kering et LVMH, qui soutient l'événement depuis maintenant 20 ans. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de Code 24. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.